Allez, je vous propose qu'on démarre tout doucement ce webinaire. Donc, bienvenue à tous. Merci de participer au webinaire sur le marketing de l'après. Bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le choix de suivre ce webinaire. C'est le 6e webinaire que Des Anges et des Hommes diffuse pendant le confinement. On a eu dans les épisodes précédents un webinaire sur la raison d'être, un sur le dialogue partie prenante, un sur la communication responsable, un autre sur l'engagement des équipes commerciales et enfin un dernier qui partage les résultats d'un baromètre RSE et salariés que nous faisons chaque année. Donc ce webinaire et les 5 webinaires que je viens de nommer seront en replay accessibles et on vous donnera les liens pour que vous puissiez suivre ces webinaires en replay à la fin de la séance. On est très content puisqu'il y a plus de 30 personnes qui ont souhaité suivre ce webinaire et on calibre pour avoir une qualité d'échange à 30 personnes maximum le nombre de participants. Donc merci à chacun d'avoir pris ce temps. On est ensemble pour 1 heure. On va essayer d'organiser les échanges de manière adaptée à ce nouveau format. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas déjà des adeptes de Zoom, simplement décrire 2 fonctionnalités qui sont très importantes. A priori, vous avez besoin d'avoir votre micro et votre caméra coupés. Normalement, c'est déjà le cas. Et si vous allez dans le bas de votre écran, en bas à gauche, vous avez un micro et une caméra. Si vous déplacez vers la droite sur cette barre, vous allez avoir une petite bulle de forme carrée où il y est écrit « Converser ». Il peut être intéressant que vous ouvriez cette bulle et donc vous allez avoir à la droite de votre écran la liste des participants et tout en bas, vous allez avoir la possibilité d'écrire des questions. Il faut juste que vous vérifiez bien que au-dessus de la plage pour écrire les questions, il y a écrit « Tout le monde ». Normalement, par défaut, c'est aussi le cas. Ça vous permet d'écrire vos questions et que l'ensemble des participants puissent voir vos questions. On va animer ce webinaire en équipe. Donc Pauline, qui est avec moi en back-office, va suivre l'ensemble de vos contributions, de vos questions et va essayer de les résumer à la fin du webinaire pour qu'on puisse y répondre de manière optimale par rapport au temps que nous avons. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. On va juste vérifier en termes de participation si tout le monde a pu nous rejoindre. Donc vous êtes 13 déjà participants par rapport aux inscrits. Il nous manque une dizaine de personnes. On va commencer tout doucement pour que vous ne soyez pas frustrés concernant le contenu. Alors, nos intervenants. Donc, moi, je m'appelle Olivier Classiou. Je suis un des fondateurs du cabinet Des Anges et des Hommes. J'ai, dans ma vie précédente, eu la chance de travailler au sein de direction marketing, notamment pour le groupe L'Oréal. Et c'est pour ça que c'est notamment moi qui travaille avec une petite équipe au sein de Des Anges et des Hommes sur les sujets d'engagement sociétal des marques. Alexandra Marsiglia, qui est ma collaboratrice, qui a un tout petit souci apparemment informatique qu'on est en train de résoudre, va nous rejoindre très vite. Alexandra apporte à notre équipe son regard fin sur la culture de marque et la manière dont une marque qui veut s'engager peut appréhender de manière efficace ce qu'on appelle les insights consommateurs. On y reviendra tout à l'heure. Programme en 3 temps dans l'heure qui s'offre à nous à partir de maintenant. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est tout d'abord un petit retour en arrière sur l'état des lieux juste avant la crise, puisqu'on avait des études qui étaient relativement récentes, qui dataient de 2019. Ensuite, de voir comment la crise qu'on vient de traverser vient exacerber, vient révéler un certain nombre de demandes, d'attentes et donc nous permet d'identifier encore plus clairement ce qu'on appelle les leviers de résilience de la marque. Et on essaiera en partie 3 de se poser et je l'espère d'échanger avec vous sur justement le jour d'après, par quoi on peut commencer si en tant que marketeur on a envie d'engager sa marque dans cette réflexion et dans cette démarche. Alors, première partie, les marques avant la crise. Ce qui est intéressant à noter, c'est que
on avait déjà des signes de mouvement de fond de la part des consommateurs. Et notamment sur le questionnement qu'ils avaient par rapport à notre mode de fonctionnement, à notre modèle économique. Donc vous le voyez à l'écran, on avait la quasi-intégralité des consommateurs français qui s'interrogeaient sur le modèle, on va dire, de société dans lequel on était. Et puis, vous avez aussi, alors attendez, je pense qu'il faut ne pas avoir d'interaction avec la présentation. C'est moi qui vais garder la main sur la présentation si quelqu'un par hasard a été en train de la manipuler, pardon. Donc, une question sur le modèle économique, une question aussi sur finalement le rôle qu'on donne à la croissance, le rôle central donné à la croissance. Une réflexion sur l'action pour la planète avec des sujets qui sont plus dans le champ de la réparation que dans le champ du simple amoindrissement des impacts négatifs. On pourra en reparler tout à l'heure. Et puis, une augmentation progressive de cette envie que les marques et les entreprises s'engagent, mais pas dans le discours aussi en réfléchissant sur leur cœur de métier, c'est-à-dire les offres de produits et services qu'elles mettent sur le marché. Donc ça, c'est une lame de fond qu'on avait déjà perçue en 2019 avant la crise que nous vivons. Évidemment, les chiffres qu'on partage sont plutôt des chiffres français. Si les personnes qui assistent au webinaire sont dans une entreprise qui a un scope international, on peut évidemment, au besoin, élargir cette analyse en tenant compte des pays de présence de votre société ou de votre marque. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est alors c'est quelque chose que les marketeurs connaissent bien, hein, c'est vraiment la crise de confiance. Les marques qui étaient des référentes il y a un peu plus d'une dizaine d'années sont complètement amoindries dans leur confiance. C'est plutôt d'autres acteurs, des acteurs tiers, des acteurs de la société civile qui sont plébiscités désormais. Et ce chiffre qu'on connaît tous, mais qui continue à monter, qui atteint maintenant 77% en 2019, de marques qui pourraient disparaître sans que les consommateurs s'en soucient. Ça questionne vraiment l'utilité de la marque, la légitimité de cette marque, sa contribution, sa création de valeur effective. Et donc c'est je pense aussi un des points qui ressort encore plus fortement après la crise qu'on est en train de traverser. Sur quoi ça s'appuie? Alors, c'est pas forcément plus sous les yeux, mais moi, l'idée, c'est de se dire que finalement, le marketing a un peu perdu l'essence du marketing. Et que ce qu'on veut suggérer dans les approches qu'on évoque dans ce webinaire, mais aussi dans ce que l'on peut faire dans des associations comme l'ADTEM, peut-être que certains des marketeurs qui nous écoutent font partie de cette association. J'ai la chance de co-présider le club marketing responsable de l'ADTEM. Voilà, c'est vraiment de revenir à l'essence de ce que doit être le marketing et comment ce marketing peut être mis à profit pour accompagner la transition qu'on a tous besoin de vivre. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre fin à un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent être un décalage fort entre la valeur d'image et la valeur d'usage du produit ou service, la mise en œuvre d'innovations qui ne sont qu'incrémentales, voire artificielles, ou parfois sujettes à l'obsolescence programmée. Ce reproche qu'on fait souvent au marketing et à la communication d'inciter à l'hyperconsommation, donc ça questionne aussi l'utilité de l'acte d'achat. Et puis le piège sur lequel vraiment on a envie de vous alerter, c'est-à-dire que le greenwashing qu'on avait déjà analysé et sur lequel on accompagnait nos clients il y a plus de 10 ans est en train de se teinter de purpose washing. On parlera tout à l'heure de la raison d'être. Voilà, c'est vraiment que vous ayez un certain nombre de questions clés à vous poser pour ne pas faire de faux pas et vraiment aider votre entreprise à avancer dans la bonne direction en vous appuyant sur la marque dont vous avez la responsabilité. Alors, deuxième partie de cette présentation, qu'est-ce que finalement la crise révèle? Et dans ce qu'elle révèle, qu'est-ce qu'on peut capter comme finalement levier de résilience de nos marques? Alors on a essayé, c'est pas facile, on a essayé d'identifier 6 leviers et
Et ce qu'on va essayer de vous faire, c'est sur chacun de ces leviers de se dire qu'est-ce qu'on a compris ou qu'est-ce qui fonctionne pendant la crise et finalement quel serait le prolongement dans l'après. Et on espère que cette filiation vous paraîtra logique et claire. Donc le premier levier, c'est de passer des paroles aux actes. Pendant la crise, il y a une attente très forte qui a été d'aider les soignants, les personnes qui étaient en difficulté de santé, leurs familles, leurs accompagnants, et puis plus globalement l'ensemble des personnes qui étaient affectées par la crise à traverser cette étape difficile. Et donc, il y a eu tout un tas d'initiatives qui ont été prises pendant la crise. Et finalement, ça a amené le citoyen consommateur à se dire, moi, finalement, ce que j'attends d'une marque, c'est qu'elle aide les gens à résoudre leurs difficultés. Et donc, évidemment, quand on est vraiment à plein dans la crise, ça va passer par la production de gel hydroalcoolique, par le fait que plusieurs entreprises textiles réallouent leur chaîne de production pour venir en aide à la production de masques, par exemple. Mais ça peut aussi aller loin. Et donc, dans le jour d'après, ce qui est intéressant à capter, c'est cette incitation, ce signe très fort qui émane du marché, d'avoir quelque chose qui va vraiment évoquer l'impact sociétal, le à quoi je sers, le comment mon entreprise elle a compris l'environnement dans lequel nous nous trouvons et comment elle peut prendre sa juste place dans cet écosystème. Et là, vous avez deux exemples qui sont intéressants. Celui de Gillette qu'on considère plutôt comme un mauvais exemple, où vous avez un discours qui est très fort, mais par ailleurs, dans le concret de l'offre, vous avez un distinguo entre le prix d'achat d'un rasoir s'il est destiné à un usage masculin ou féminin, alors que c'est pas forcément justifié par le produit en soi. Et à l'inverse, vous avez Barbie qu'on a longtemps critiqué pour la caricature de la femme unique qu'elle pouvait promouvoir et qui a vraiment fait un virage en se disant ma poupée a besoin d'être une juste représentation de la société et donc d'aider à accepter les différences et la richesse qu'on peut trouver dans cette différence. Deuxième levier de résilience des marques qu'on a pu identifier pendant la crise, c'est évidemment le recentrage sur l'utile. Donc, ce qui est important, c'est que l'utile, c'est d'abord les produits essentiels. Donc, ça peut être les produits alimentaires, ça peut être les produits dont on a eu besoin pour traverser cette crise. Mais ce qui est important, c'est finalement que chacun d'entre nous, en fonction de son cœur de métier, en fonction de la marque sur laquelle il travaille, se questionne sur ce que c'est que notre essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'utilité et d'essentialité quand on est une marque qui n'est pas forcément une marque alimentaire, une marque médicale, pharmaceutique, etc. Et donc, c'est utile. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs marques se sont interrogées sur comment elles pouvaient prendre leur part, comment elles pouvaient jouer leur rôle, quelles compétences elles pouvaient mettre à profit pour nous aider collectivement à traverser la crise. Et donc, on est allé très vite bien au-delà des simples marques qui proposaient de la nourriture ou des produits de soins. Et donc, vous avez un certain nombre d'exemples à l'écran, que ce soit La Poste, Boulanger, ou même les chaînes de télévision qui ont essayé de prendre appui sur leur métier, sur leurs expertises, sur leur savoir-faire, pour leur donner une orientation qui était utile pendant la crise du Covid. Donc, dans le jour d'après, ce qui est important, c'est vraiment de se questionner finalement sur les bénéfices. En fait, vous avez à l'écran ces trois niveaux de bénéfices qui sont assez classiques, les bénéfices fonctionnels, émotionnels et vigilants. Ce qui est important, c'est finalement que la crise nous amène à revenir d'abord au basique, au sens à l'essence de ce que nous mettons sur le marché. Donc, quel est le vrai bénéfice fonctionnel? Quelle est la vraie utilité de mon produit ou service? Et puis, en trame de fond, il y a vraiment un bénéfice de sens, c'est de se dire finalement ce produit, à qui je l'achète, quelle est la marque qui se cache derrière ce produit, et est-ce que je peux mieux comprendre quelle
quel est le positionnement, quelle est l'intention, quelle est la posture, quelle est la contribution de cette marque, voire de cette entreprise. Et ça, c'est ce qui, demain, va faire la différence. Entre les deux, vous avez la notion d'émotion qui va plutôt passer par des émotions positives, des émotions collectives, que par le fait d'activer des émotions d'envie, qui était parfois un des leviers principaux qui étaient utilisés par la communication sur les marques. Donc, on va vraiment avoir cette double entrée qui est ma proposition de valeur, mon produit et service, et puis finalement la marque qui le porte, comment cette bonne juxtaposition va permettre de faire la différence. Et donc évidemment, si parmi les gens qui assistent au webinaire, certains se posent la question du choix de cette thématique, comment est-ce que je vais prendre mes responsabilités, comment je vais réfléchir à ma contribution, eh bien évidemment, avant d'être sur le sujet de la création de valeur que vous voyez à droite du schéma, je vais avoir besoin de clarifier et donc de monter en connaissance et en compétence sur mes impacts. Est-ce que je connais mes impacts? Est-ce que je connais les impacts de mes produits et services, de ma marque? Et est-ce que je peux agir d'abord sur ces impacts négatifs avant de me positionner sur des sujets sur lesquels je pourrais revendiquer une création de valeur? Le cas d'école qui répond à ce cheminement, c'est un cas qu'on connaît bien chez les marketeurs, c'est le cas de Dove, il y a quelques années, mais on était vraiment face à une marque qui avait identifié un sujet qui était vraiment un sujet pertinent, de l'estime de soi, qui avait mis en place un programme qui était un programme de bonne qualité. Simplement, cette marque était attendue sur d'autres sujets, qui étaient jugés par les acteurs de la société civile comme des sujets beaucoup plus prioritaires dans leurs besoins de plan d'action que celui sur lequel la marque était en train de prendre la parole. Et donc, ça a eu un effet boomerang très négatif pour Dove. Et donc, c'est vraiment un cas qu'on cite souvent pour expliquer en quoi il faut bien passer par cette réflexion et par l'analyse de ces impacts négatifs. Alexandra, est-ce que tu veux prendre la suite? Avec plaisir, bonjour à tous et pardon pour le petit problème technique. Donc oui, effectivement, il ne s'agit pas seulement de trouver une contribution positive, mais il faut aussi réduire ses impacts négatifs. Réduire ses impacts négatifs, qu'est-ce que c'est? C'est s'engager sur les impacts qui sont importants pour la marque. Ce que fait Botanique dès 2008 en supprimant tous les pesticides de son offre. Ce que fait aussi Interface de façon très ambitieuse. Interface, en fait, s'est engagé à n'avoir aucun impact négatif sur l'environnement dès 2020. Engagement qu'il a tenu et aujourd'hui, l'entreprise s'est lancée dans un nouvel objectif encore plus ambitieux d'avoir un bilan carbone négatif d'ici 2040. Donc, apporter sa contribution positive, qu'est-ce que c'est? Donc on peut passer à slide suivant. Apporter sa contribution positive, c'est par exemple ce que fait Fleury Michon quand il s'engage depuis plusieurs années en faveur du mieux manger, en faisant la promotion d'un nouveau modèle alimentaire, à travers son offre bien sûr, mais aussi à travers la sensibilisation de la population. Autre exemple, un peu moins connu, Ørsted, qui était initialement un fournisseur de fuel et dont la mission aujourd'hui est de contribuer à la transition énergétique. Cette réflexion des entreprises sur leur contribution aujourd'hui, elle trouve un nouvel éclairage avec la loi Pacte qui permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être et qui les incite à réfléchir à leur pourquoi, à leur contribution au monde, à réfléchir à ce qui changerait dans le monde finalement si elle n'existait pas. Alors, troisième levier qu'on a identifié, c'est comment communiquer, c'est communiquer utilement. Finalement, pendant la crise, on assiste assez naturellement à un recentrage des attentes des consommateurs vers des pratiques de communication adaptées, ce qu'ont entendu et ce qu'ont bien compris les entreprises. Dans une étude de l'Union des marques qui interroge 36 annonceurs de secteurs variés, on voit que les marques qui continuent à communiquer, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est les marques qui considèrent que les produits et services sont adaptés au contexte, qu'elles apportent une vraie utilité, comme ce qu'expliquait Olivier tout à l'heure. Et puis, c'est des marques aussi qui considèrent qu'il est important de maintenir le lien avec les publics. Alors, le lien, ce lien, certaines entreprises, elles réussissent très bien à le maintenir avec des communications qui témoignent ici de leur esprit de solidarité,
encore une fois, et puis de leur capacité à dépasser le seul aspect business en sensibilisant à des pratiques responsables. C'est le cas d'Intermarché, par exemple, mais aussi d'autres acteurs de la grande distribution qui incitent à des pratiques responsables de consommation, notamment au soutien aux producteurs locaux. Et plus largement, il y a des entreprises qui se sont engagées à communiquer en fait sur des comportements citoyens. Elles sensibilisent et elles encouragent à des pratiques responsables au-delà de tout intérêt business, j'allais dire, comme l'incitation à rester chez soi de Nike ou encore de Audi, ou alors effectivement le rappel de la distanciation sociale. Et à noter en fait que certaines communications réussissent très très bien à recréer de la proximité par l'humour ou par les formats utilisés, ce qui résonne bien sûr très positivement dans le contexte actuel. Alors le jour d'après, qu'est-ce qui va se passer? Post-crise, les annonceurs interrogés, ils laissent entendre une vraie volonté de communiquer de façon plus responsable. 75% qui comptent centrer leur communication sur l'engagement sociétal, environnemental. 67% qui indiquent continuer à privilégier la communication sur l'utilité de la marque. Alors, comment faire? Donc, évidemment, il y a plein de manières, de communiquer, notamment sur son engagement sociétal, environnemental. La communication de demain, en fait, elle pourrait vraiment, et elle devrait peut-être être utilisée comme un outil de sensibilisation du consommateur. Si on regarde quelques exemples, il y a des marques qui travaillent à élever le niveau d'exigence des consommateurs en faisant prendre conscience des choix qu'ils peuvent faire par leur consommation. On peut passer au slide d'après. On voit les exemples, par exemple, de comment acheter des marques qui incitent à acheter des œufs bio, des œufs sans OGM, des marques comme la Camif qui vont sensibiliser les consommateurs à la nécessité d'acheter plus local. Également des marques qui vont contribuer à faire évoluer les comportements, les habitudes d'achat et de consommation. On connaît l'exemple de Patagonia, est assez connu, qui incite à la sobriété en invitant carrément ses consommateurs à ne pas acheter ces produits s'ils n'en ont pas l'utilité. D'autres marques incitent également à des comportements plus responsables dans leur modalité de consommation, comme Ariel, qui incite à laver à pas plus que 30 degrés, parce qu'on sait que souvent, finalement, c'est dans l'usage des produits que l'impact environnemental est le plus important. Alors, autre levier, c'est le recentrage sur le local. Avec la crise, on se rend compte que l'origine des produits, elle prend de plus en plus d'importance pour les consommateurs. On a un Français sur 3 qui consomme plus de produits made in France, qui envisage d'en consommer davantage après la crise. Les Français achètent plus de produits locaux, ils privilégient la vente directe. Et au-delà du chauvinisme national, finalement, on voit que les citoyens, ils ont fini par comprendre le rôle très direct des achats locaux sur plusieurs facteurs, sur plusieurs choses. D'abord sur la résilience économique, face à une trop grande dépendance clairement de la France en matière d'approvisionnement. Également sur l'impact environnemental, puisqu'on le voit avec la réduction des transports aujourd'hui. Et puis enfin, le lien social entre ceux qui consomment et qui produisent et qui est renforcé dans les achats locaux. Alors le jour d'après, bien sûr, on ne sait pas dans quelle mesure ces comportements vont être pérennes. On est bien sûr qu'on n'est pas devin. Pour autant, comme sur les autres leviers, on se rend compte que la crise n'est pas vraiment une rupture, on n'apporte pas des nouveaux modes de consommation, des nouvelles pratiques, mais plutôt un catalyseur, un accélérateur de mouvements qui étaient déjà largement à l'œuvre avant la crise. Notamment de nombreuses marques qui avaient entamé un processus de relocalisation bien avant les annonces qui ont été faites par certaines entreprises dans ces dernières semaines. Agnès B, dans le textile, Agnès B notamment est pionnière sur le sujet, suivie par bien d'autres marques, des marques historiques comme le Coq Sportif ou des marques plus récentes comme le Coq Français. Mais au-delà de la relocalisation, qui a bien sûr ses limites dans un monde globalisé. On ne va pas tout relocaliser, évidemment. Mais on peut aussi envisager, et je pense que c'est une piste intéressante pour les marketeurs, on peut envisager des scénarios prospectifs pour les marques qui sont déjà en germe dans plusieurs initiatives qui existent depuis plusieurs années. La production ultra-locale, par exemple, qui est notamment rendue possible par les imprimantes 3D. C'est le cas d'une entreprise qui s'appelle Local Motors, par exemple, qui produit en petite série et à la demande des véhicules qui sont conçus en open source et qui sont fabriqués dans des micro-usines locales.
On peut aussi citer le cas de la start-up lyonnaise Drone, qui utilise les imprimantes 3D pour créer des meubles sur mesure, mais qui pourraient demain être fabriqués sur le même modèle que Local Motors, avec des micro-usines ultra locales. Et dernière autre piste de comment les marques peuvent s'approprier le local d'une autre manière, c'est le local branding, avec la création de communautés en local, comme Nike par exemple, qui va organiser des courses dans différentes villes pour rassembler les individus dans une ville autour du sport. Alors, autre levier, c'est apporter des solutions concrètes, et on le voit hein, avec la crise, l'innovation aujourd'hui elle est complètement orientée vers la recherche de solutions concrètes aux problèmes urgents qui se posent, qui vont être de fabriquer des masques, des gels hydroalcooliques, des respirateurs. Et pour cela, en fait, on assiste à une explosion de l'usage du système D, de la culture de la débrouille, qui témoigne finalement de cette capacité des entreprises à résoudre beaucoup de problèmes en utilisant juste ce qu'elles ont autour d'elles. Bah, du coup, quid de demain? Comment est-ce que les marques peuvent s'inspirer? En fait, je pense que la crise, c'est vraiment une opportunité pour réorienter l'innovation au service d'une amélioration de la société, et plus seulement comme un moyen de se différencier sur le marché. C'était le cas pour l'offre déjà, quand on doit réfléchir à sa contribution, on n'est plus seulement en train de chercher à se différencier, mais on cherche sa réelle utilité. Je pense qu'en cela, le concept d'innovation frugale, qui a été créé par le conseiller en innovation que vous connaissez sans doute, Navi Raju, c'est un concept qui est très éclairant. En fait, il consiste à simplifier en trouvant des solutions qui sont suffisamment bonnes, good enough, pour résoudre les problèmes et non plus proposer finalement des solutions hyper complexes qui ne résolvent pas forcément des problèmes indispensables. Puis le deuxième point, c'est que l'innovation frugale, elle consiste à réutiliser aussi les ressources existantes, faire ce qu'on a. Et je pense que pour les entreprises demain, pour les marques, l'enjeu, ce sera d'aller sur les terrains où il s'agit de résoudre des vrais problèmes et de se demander ce qu'on peut faire ici et maintenant, et pas forcément faire de l'innovation pour de l'innovation. Alors, on peut donner quelques exemples d'initiatives. Bon, aujourd'hui, on en trouve beaucoup dans le domaine de l'ESS, comme Learn Enjoy, par exemple, qui est un organisme de formation sur l'accompagnement des jeunes aux besoins éducatifs spécifiques, ou encore Entourage, qui est un réseau social pour aider à lutter contre les solitudes des SDF. Alors, autre enjeu, et le dernier levier qu'on a pu identifier, c'est le fait de nouer des partenariats. En fait, on voit que la crise, elle amène les acteurs à unir leurs forces pour répondre à un problème commun. Alors, on l'a vu avec l'association des entreprises et des makers pour trouver des solutions concrètes, dont un des exemples qui a été très médiatisé, c'est le masque Decathlon. Mais on voit aussi des nouveaux partenariats très intéressants entre les entreprises, comme par exemple Uber Eats et Carrefour, et même plus récemment Casino, qui allient aujourd'hui leurs forces pour aider les Français à s'approvisionner en produits du quotidien. Et qui, de façon peut-être un peu plus anecdotique, se sont aussi associés avec Burger King pour finalement livrer des kits permettant de reproduire chez soi les recettes emblématiques de l'enseigne. Donc on voit une espèce d'ébullition et de recherche de partenariats pour que les entreprises et les marques réussissent à continuer à vendre leurs produits malgré la situation, et puis surtout apportent des solutions concrètes aux consommateurs et aux citoyens. Un autre exemple que je venais de trouver, qu'on a trouvé récemment, c'était Le Bon Coin et la Poste, qui s'associent pour proposer aux utilisateurs de la plateforme un service à domicile via Colissimo. Alors demain, quid du jour d'après? La crise, finalement, elle peut peut-être accélérer ce mouvement qui a déjà été initié d'ouverture des organisations à leurs parties prenantes, et qui, en fait, est le point de départ à toute stratégie de développement durable. Et cette ouverture sur l'écosystème, en fait, elle est très fertile. Alors, je voulais donner ici peut-être quelques exemples parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais en fait, elle permet, par exemple, d'embarquer le consommateur en l'intégrant dans le processus pour mieux répondre à ses attentes. C'est ce que fait la Camif quand elle lance le Camifaton pour co-construire avec ses clients une ligne d'ameublement éco-responsable. Autre exemple, c'est Qui le Patron, qui va encore plus loin en impliquant les consommateurs dans le cahier des charges lui-même. Et là, plus que de la co-construction, on peut même parler de co-engagement. Le consommateur est embarqué dans le processus de conception lui-même. Et à ce titre, je pense que c'est
c'est quelque chose qui potentiellement fait évoluer vraiment le métier de marketeur, qui ne prend pas uniquement, qui ne collecte pas uniquement les attentes des consommateurs, mais qui les embarque avec lui pour vraiment co-créer le produit à un niveau très avancé. Autre exemple d'ouverture à son écosystème, très différent, c'est certaines entreprises qui s'associent avec des concurrents pour changer ensemble les règles du jeu de leur secteur. Fago, par exemple, qui a réuni 450 marques au sein d'un collectif Make Friday Green Again pour faire interdire le Black Friday. Alors, pour conclure cette partie, je voulais partager avec vous l'exemple de Decathlon, qui est une marque qui, selon nous, sort vraiment grandi de la crise en jouant sur presque tous les leviers, finalement, de résilience de la marque, en bloquant temporairement la vente de ces masques pour dédier la fabrication, pour dédier les stocks à la fabrication des respirateurs. Decathlon agit concrètement et propose vraiment des services utiles. En communiquant sur son appli sportive Decathlon Coach, la marque, elle se concentre sur son utilité, à la fois dans son offre, mais aussi dans sa communication. Je ne sais pas si vous avez eu la communication de Decathlon sur ce service qui est assez amusante et qui reprend les codes finalement des vidéos virales qui sont diffusées en ce moment pendant le confinement. Et d'ailleurs, en fait, on voit ici que la marque, quand elle communique sur ses produits, elle est en total alignement avec sa raison d'être, qui est de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport. On n'est pas en train de proposer des services d'urgence, de réfléchir à comment réadapter ses lignes de produits, enfin comment réadapter son offre ou ses services, mais finalement, on met en valeur des services qui d'ores et déjà ont témoigné, ont prouvé de leur utilité et de leur pertinence pour la société. Et dernier point, dernier levier activé par Decathlon, c'est finalement en s'associant avec les communautés de makers qui avaient spontanément détourné les plans de son masque Easy Breath. Decathlon montre qu'il sait faire des partenariats pour apporter des solutions concrètes et innovantes aux problèmes actuels. Alors, ce rapide panorama, il a permis de tirer quelques grands enseignements pour le jour d'après. Pour autant, c'est clair qu'on a encore une vision très floue de ce que sera la sortie de crise. On a une multitude de scénarios prospectifs qui existent, qui sont diffusés aujourd'hui. Et puis, on voit que certaines marques commencent déjà à communiquer sur les promotions qu'elles feront dès la sortie de confinement pour relancer le business. Mais pour paraphraser Mohamed Younous, économiste et prix Nobel de la paix, il faudrait espérer que cette crise elle soit l'occasion de tout reprendre à zéro et qu'elle donnera lieu non pas à une simple relance, mais à une vraie reconstruction. Olivier, je te laisse la parole pour peut-être voir comment le jour d'après peut s'organiser et par quoi il faut concrètement commencer pour faire des marques résilientes. Ouais, en fait, toutes ces lames de fond qui préexistaient, Alexandra l'a bien expliqué, elles ont été cristallisées par la crise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire à très court terme dans le cadre du confinement, mais surtout quels enseignements on peut en tirer pour construire un après qui soit pas juste un retour à la normale, voire un retour au basique qui serait moins exigeant que ce que on était capable de faire avant la crise. On a en effet, que ce soit au sein des enjeux des hommes avec nos clients ou au sein des différents think tanks auxquels on appartient, des vraies questions de marketeurs qui nous disent on comprend ça, mais finalement par où je passe, par quoi je commence. Et donc on a essayé de mettre quelques mots là-dessus. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que finalement tout ça, ça questionne ce que c'est que le marketing et ce que c'est qu'un marketeur. Un marketeur, c'est au sein d'une organisation, vous le savez bien, une fonction qui a une influence absolument colossale sur l'écosystème de l'entreprise, parce qu'elle est client interne d'un certain nombre de fonctions, parce qu'elle est commanditaire d'un certain nombre de partenaires externes. Donc, prendre conscience de votre pouvoir d'influence positif, c'est déjà une première clé. Le deuxième, c'est de ne pas oublier, et on a eu des grands débats quand on a repris le pilotage, par exemple, du club marketing responsable de l'ADTEM, sur la base du schéma que vous avez à l'écran. Le marketeur, avant d'être un communicant, quelqu'un qui va créer du lien avec ses communautés, qui va travailler sur l'activation, etc., il est d'abord le responsable de l'adéquation de son offre de produits et services à l'écosystème externe. Et donc, être au courant de ces impacts, les maîtriser, travailler sur ces impacts tout au long du cycle de vie du produit et même questionner le modèle économique de sa marque,
ça fait partie des attributions d'un marketeur, et notamment, on est parfois étonné que les directeurs marketing avec lesquels on échange et qu'on accompagne, au début de nos conversations, ne se sentent pas légitimes pour aller sur le champ du modèle économique. Si, vous êtes complètement légitime pour aller sur le champ du modèle économique, et si le directeur marketing et ses équipes ne questionnent pas, par exemple, l'utilité de passer à l'économie de fonctionnalité pour continuer à être une marque du futur, il n'est pas certain que d'autres personnes dans votre entreprise auront cette idée. Donc, ayez confiance dans le fait que vous soyez complètement légitime là-dessus. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, la partie communication, le fait de faire évoluer les comportements, le fait d'élever les niveaux de connaissance et de conscience de vos cibles est évidemment quelque chose qui est important, avant même d'expliquer en quoi votre marque est différente de celle de vos compétiteurs. Alors, on a essayé d'identifier 3 leviers qui nous paraissent importants pour démarrer. La première question que souvent les gens nous posent, c'est comment je choisis les bons sujets? Alors, Alexandra a évoqué tout à l'heure, on a cette fameuse détente qui est d'identifier là où ça fait mal et puis d'identifier là où on peut apporter une contribution significative. Ça réclame que les équipes marketing montent en connaissance et en compétence sur des choses qui sont pratiquées par les équipes RSE depuis quelques années. C'est vraiment de travailler sur des études d'impact, sur des analyses de cycle de vie, sur des études de matérialité, on dit, c'est-à-dire le fait d'aller interroger notre écosystème de parties prenantes et pas que les consommateurs sur les enjeux sur lesquels on nous attend. Et donc, être capable d'avoir du discernement par rapport à ça est très important pour la suite. Mais au final, il faut se poser 3 questions qui sont très importantes. La première, c'est quels sont les enjeux sur lesquels ma marque est attendue? Est-ce que j'ai de la lisibilité là-dessus pour pas le faire au doigt mouillé? Deuxièmement, et c'est un peu en entonnoir, sur ces enjeux, quels sont les enjeux sur lesquels ma marque est crédible? Et là, on ne parle pas d'une performance dans l'absolu, on parle d'une performance relative. Est-ce que je suis crédible plus ou moins par rapport à mes concurrents, par exemple? Et ce qui est important, c'est que cette crédibilité, elle peut évoluer dans le temps. Une marque qui veut s'engager sur un sujet, elle peut mettre en place des actions avec les différents métiers qui existent dans l'entreprise pour augmenter sa performance, pour augmenter sa crédibilité et donc ensuite pouvoir travailler sur ces sujets. Donc la deuxième écluse, c'est celle de la crédibilité. C'est là où il faut éviter le greenwashing notamment. Et puis la dernière qui est très importante aujourd'hui, parce qu'on va devoir aussi faire en sorte que les marques que vous pilotez apportent de la valeur et aussi de la valeur économique à vos entreprises, c'est la singularité. Est-ce que soit que j'ai passé les 2 premières écluses, j'ai trouvé un sujet sur lequel je vais vraiment tenir compte de ma marque, de son ADN, de sa culture, des attentes de mes consommateurs, de ce qu'on appelle les insights, c'est-à-dire à la fois les attentes et aussi parfois les aspirations auxquelles les gens n'ont pas encore trouvé de réponse. Et dans l'après-Covid, les gens qui achètent vos produits et services ont énormément d'aspirations. Ils voudraient faire différemment, mais ils ne sont pas aussi capables que vous parce qu'ils ne sont pas experts de savoir comment faire. Donc, ça va être à votre marque de les guider. Une fois qu'on est capable de faire ça, eh ben, finalement, on a un fonctionnement. Alors, l'iceberg, c'est moins pour le symbole du Titanic que sur le côté différence entre le bas et le haut. Dans le bas de ce schéma, vous avez tous les sujets de responsabilité que votre responsable RSE traite au quotidien. Et il y en a parfois beaucoup. Ce qui va être important, c'est que lui doit traiter tous les enjeux qui sont pertinents pour votre marque. Si vous voulez passer la ligne de flottaison et en tant que marque, vous approprier un sujet et le pousser, le mettre en avant, faire un sujet d'engagement de votre marque, il faut que la crédibilité de votre marque soit acquise. Vous ne devez pas être parfait, mais vous devez avoir franchi cette étape. Et si vous voulez monter dans le haut de l'iceberg et vraiment créer de la valeur pour votre marque et pour l'entreprise qui vous héberge, eh ben, il faut que la notion de singularité, elle soit aussi prise en compte. Et donc, nous, chez Des Enjeux et des Hommes, on a mis au point un processus qui permet de très bien faire cohabiter la logique RSE et la logique d'engagement des marques. Et on travaille beaucoup avec des équipes conjointes marketing et RSE pour aider les équipes marketing à piloter l'engagement de leur marque. Alors, un petit exemple que nos amis de Heineken avaient eu la gentillesse de partager avec nous il y a quelques semaines dans un petit déjeuner que nous avions fait aux 3 rues du Louvre à l'époque où on avait le droit de se croiser dans la vraie vie. Voilà 3 enjeux, on dit dans le jargon RSE matériel, 3 enjeux importants pour une entreprise qui fabrique de la bière et qui la distribue au niveau international. La consommation responsable de produits,
la ressource en eau, puisque l'eau est évidemment un élément très important dans la production de bière. Et puis, un sujet lié aux déchets, mais très spécifique pour leur métier, notamment l'excès de déchets de manière pratiquement choquante autour d'événements et notamment de festivals. Vous en avez un exemple à l'écran. Tous ces sujets sont des sujets qui sont des sujets RSE sur lesquels l'entreprise travaille et la direction RSE travaille. La question, c'est comment, en tant que marque, je vais prendre appui sur ces sujets pour aller créer de la valeur en tant que marque. Et donc, ce qui est intéressant, et on va illustrer simplement par 2 exemples juste après, la manière dont Heineken l'a fait. Elle n'a pas forcément traité la ressource en eau parce que autant le directeur RSE va raconter dans son rapport RSE annuel ou dans son reporting ce qu'il fait sur l'eau dans sa chaîne industrielle, etc., autant le consommateur final n'était pas en appétence d'informations là-dessus. En revanche, on sentait une montée des questionnements sur la consommation responsable d'alcool. Il y avait un vieux dossier qui avait pris la poussière dans les 15 dernières années sur les bières sans alcool. Heineken a réouvert le dossier et allait tester l'appétence de ses consommateurs à ce sujet et a lancé cette gamme zéro alcool avec un discours qui était particulièrement pertinent et adapté par rapport à l'évolution des attentes et en a fait un succès commercial. À l'autre extrémité, vous avez Heineken qui avait mandaté ses équipes, donc ses collaborateurs, pour aller parfois sur les festivals, travailler sur l'éducation au tri des déchets, les gestes de tri, et qui considèrent qu'aujourd'hui ils ont atteint une maturité et une capacité de dialogue avec leurs consommateurs qui fait qu'ils vont créer des green teams avec des consommateurs qui, eux, se sentent en tant que citoyens investis d'une responsabilité et sont d'accord pour, avec Heineken, contribuer à ce que ces événements ne soient pas complètement scandaleusement générateurs de déchets. Donc, on voit bien qu'il y a des leviers marketing qui peuvent aller de la création d'une offre à l'engagement de notre communauté de consommateurs qui dépend de ce que vous avez dans les mains à date, du niveau de maturité avec votre écosystème de consommateurs. Et donc, c'est là où on est bien dans le sur-mesure, dans les étapes que je viens d'évoquer tout à l'heure. Autre exemple qui est celui de Levi's. Levi's, au moment où ils font leur étude RSE des enjeux les plus importants, qu'on appelle une analyse de matérialité, l'eau, c'est seulement le 3e enjeu. Avant, il y a par exemple les conditions de travail des gens qui sablent les jeans, puisqu'il y avait des scandales là-dessus. Donc, le sablage des jeans, c'est un enjeu important. Est-ce que ce que fait Levi's est plus poussé que ce que fait ses concurrents? Pas forcément. Par contre, ils font ce qui est attendu. Est-ce que le consommateur ou la consommatrice qui va acheter son jean dans une boutique Levi's, il a envie et il trouve de la valeur à ce qu'on lui parle des conditions de sécurité des salariés? Pas forcément. Par contre, il s'attend à ce que l'entreprise le traite. Et s'il lisait le rapport RSE, il voudrait avoir des informations là-dedans. En revanche, l'eau, c'est un sujet qui parle. C'est un sujet pertinent. Il manque une case, c'est la case de la crédibilité. Et donc, il y a quelques années, Levi's a travaillé sur un process qui s'appelle Waterless, qui divisait par 40 le volume d'eau dont on avait besoin pour produire un jean. Et cette gamme, qui a d'abord été une gamme isolée, est en train de dupliquer ces bonnes pratiques à l'ensemble des processus de fabrication des jeans de la marque. Et donc, on est sur un sujet pertinent, on est sur un sujet sur lequel on est exemplaire, on est crédible, et donc on peut entrer en conversation avec nos consommateurs, sachant que c'est un sujet sur lequel ils ont de l'intérêt. Et donc, vous avez à droite un exemple qui date d'il y a quelques années, mais qui était vraiment extrêmement illustratif de ça. C'était Levi's qui éduquait son consommateur au bon usage du produit et notamment comment est-ce qu'il fallait laver les jeans et qui avait explicité un certain nombre de bonnes pratiques que les gens pouvaient préempter, un peu comme le Téléthon, je vais faire ce geste, ou pousser à leurs amis dans leurs propres réseaux sociaux. Et toute cette activation générait un water tank qui se remplissait au fil de l'eau et qui ensuite donnait lieu à un partenariat associatif sur la thématique de l'eau. Faire ça, ce qui est à droite, si par ailleurs je ne suis pas sur le bon enjeu ou si je n'ai pas des actions en tant que marque qui me rendent crédit pour prendre la parole là-dessus, c'est tendre le flanc à du greenwashing et à un dénigrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et donc, ces 3 étapes qu'on a évoquées sont vraiment fondamentales pour engager votre marque. Donc ça, c'est le premier enjeu,
c'est un travail vraiment important et approfondi. Et nous, on insiste pour que les équipes RSE et marketing travaillent ensemble là-dessus. Deuxième chose qui est très importante pour pas faire de faux pas, c'est de finalement prendre de la hauteur et voir comment l'engagement de la marque que vous pilotez va s'insérer dans quelque chose qui la dépasse au sein de votre propre organisation. Donc, le premier sujet, c'est de se dire que finalement aujourd'hui, la plupart des entreprises sont appelées à travailler sur leur raison d'être. Cette raison d'être, c'est vraiment une étoile polaire. C'est la boussole qui va guider les choix des entreprises dans les prochaines années. Et donc, c'est bien l'entreprise qui, avec ses dirigeants, avec ses salariés, avec ses parties prenantes externes, va essayer de mettre des mots sur cette raison d'être. Et cette raison d'être, elle va ensuite rayonner sur la manière dont les ressources humaines, les achats, les directions marketing vont pouvoir agir. Alors, avant de voir comment ça se passe, simplement bien montrer à quel niveau c'est stratégique, parce que lorsque Danone, à cause de sa raison d'être, se dit que pour réduire ses impacts environnementaux, il faut qu'il sorte de l'unique amont laitier, et bien à un moment donné, Danone, en tant qu'entreprise, va décider de compléter son portefeuille de marques qui était plutôt dairy par des marques qui sont dans les protéines végétales. Et l'acquisition de White Wave, qui a donné lieu après cette alliance à Danone Wave, c'est bien un discours de contribution à la transformation et à l'évolution des pratiques de consommation pour limiter les impacts environnementaux. Donc, si je suis un marketeur qui était chez Danone et qui n'a pas compris quelle était la raison d'être, je peux être complètement désarmé, déstabilisé pour savoir comment je positionne ma marque dans l'ensemble des marques du portefeuille de l'entreprise. Et si je ne fais pas ça, eh ben, je peux prendre le risque de ce qui est en réflexion sur Magnum et Marmite, notamment au sein d'Unilever. C'est-à-dire que Unilever se dit « mon groupe est engagé en RSE ». L'ensemble des marques que j'héberge doivent faire la preuve de leur contribution. Et si elles ne le font pas, je vais me questionner sur le fait de peut-être devoir me séparer de ces marques. Donc, si je suis un marketeur, il est fondamental que je vois comment je peux prendre ma part de la contribution à la raison d'être de mon entreprise en étant ma marque, avec mon ADN, avec mon écosystème de consommateurs. Et donc, la raison d'être, finalement, elle est très importante et elle va notamment venir guider et se décliner dans les livrables des différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, si je suis un marketeur, je vais avoir ma plateforme de marque, parfois mon brand purpose, qui va finalement devoir prendre en compte cette raison d'être. Et certainement que si demain vous travaillez sur ces sujets, votre plateforme de marque et votre brand purpose pourra évoluer. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a un deuxième écueil que nous on a rencontré dans les dernières années et chez des Anges et des Hommes, on est particulièrement excité quand on travaille pour des entreprises qui ont un portefeuille de marques multiples, parce que c'est là où la question doit être posée de manière extrêmement forte. C'est finalement comment est-ce que je trouve ma place dans cet ensemble. Donc on a mis au point une approche qui s'appelle l'arbre du sens, qui finalement à la fois tient compte de cette raison d'être, de ses valeurs, du pourquoi l'entreprise existe, qui va tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être communs aux différentes marques. Par exemple, on avait travaillé chez Bell et les processus industriels de production étaient les mêmes pour plusieurs marques et ne pouvaient pas être différenciés. En revanche, quand je suis dans le haut de mon arbre du sens, on voit bien que Evian, Activia, mais j'aurais pu prendre la marque Yves Rocher et Petit Bateau qui appartiennent tous les deux au groupe Rocher. Chacune de ces marques a un type de produit, une typologie de clients et de concurrents, et parfois des enjeux plus fins qui ne sont pas les mêmes. Et donc, toute la question, ça va être de trouver le juste positionnement pour engager la marque, qui doit être cohérente avec la raison d'être et les engagements de l'entreprise qui l'héberge, et qui doit être spécifique par rapport à ce qu'elle est et à ce qu'elle est avec sa maturité en termes de marque engagée et avec celle de son écosystème de clients, consommateurs, influenceurs. Et donc ça, typiquement, c'est une vraie révolution pour les équipes marketing parce que on a été, faut pas se le cacher, dans les dernières années, un peu habitué à travailler en silo, chacun sur sa marque, chacun avec son agence parfois. Et là, on a besoin de rendre ça harmonieux. Et donc, il faut avoir une réflexion sur l'ensemble du portefeuille de marque. Et donc, ça demande aux directions marketing
eh bien, de se parler. Et nous, on crée des ateliers dans lesquels la direction RSE fait le métier à tisser, fait le lien entre les différentes directions marketing pour poser un certain nombre de repères d'engagement des marques qui ensuite vont travailler séparément pour la concrétisation de ces réflexions. Donc vraiment, une logique plus systémique pour que ça crée de la vertu, qu'il n'y ait pas d'engagement qui se marche sur les pieds, que ce soit confusant ou contre-productif, c'est très important et c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et puis troisième levier, la communication responsable. Alors on en a parlé tout à l'heure avec Alexandra. On voulait simplement dire, c'est que l'idée, c'est de parler d'engagement concret sur des sujets qui sont les vrais sujets, les sujets matériels, comme on disait tout à l'heure. Et donc, ce qui intéresse le consommateur et plus globalement vos publics, c'est vos impacts effectifs. Qu'est-ce que ça a changé plutôt que simplement les déclarations d'intention ou même le listing des moyens que vous avez déployés. Ce qui intéresse, c'est les conséquences positives de ce que vous avez mis en œuvre. Deuxièmement, et ça c'est un classique de la communication responsable, c'est communiquer de façon transparente, mais aussi sur sa progression. On ne demande pas aux marques d'être parfaites, on demande de mettre à plat les sujets et d'expliquer de manière authentique en quoi elles sont en chemin. Et ça très fonctionné, on n'a pas besoin d'être le meilleur de la classe sur tous les sujets. Et puis, on voit une évolution qui est vraiment exacerbée par la crise actuelle de cette conversation avec le consommateur. On est beaucoup moins dans le descendant, on est beaucoup moins dans des épisodes ponctuels. L'idée, c'est vraiment voilà, de faire alliance avec le consommateur, et ce consommateur, d'autant plus qu'il va souvent s'engager avec la marque, et donc il devient un partenaire et pas simplement une cible. Et dernier point sur lequel on voulait insister, parce qu'on ne l'a pas évoqué précédemment, et qui est là encore dans la manière dont on travaille sur ces sujets avec nos clients très important, c'est de ne pas être uniquement dans la communication, mais bien dans l'expérience client. Sur ces sujets complexes, Alexandra parlait tout à l'heure des œufs, OGM, pas OGM, du lavage à froid, enfin, il y a tout un tas d'enjeux de développement durable ou de RSE complexes que vous connaissez en tant que marketeur, mais que vos consommateurs maîtrisent moins bien. Et donc l'idée, c'est de faire preuve de pédagogie, d'accompagner la compréhension de ces consommateurs pour qu'ils comprennent les vrais enjeux et qu'ensuite votre proposition de valeur, qui idéalement est meilleure que celle des concurrents, puisse être reconnue et être choisie. Et donc ça, c'est pareil. Le marketeur, il a la chance d'avoir un arsenal de points de contact dans l'expérience client qui peuvent lui permettre d'avoir plusieurs niveaux de lecture, d'avoir des messages flash et puis des choses sur lesquelles il faut qu'on passe un peu de temps, de renvoyer le consommateur vers quelqu'un qui est en dialogue avec lui pour l'aiguiller, etc. Et donc, on a pris l'exemple de Lush. C'est intéressant quand on décide de ne plus faire de packaging, que ce soit visible en retail. Mais si vous allez dans un magasin Lush pour la première fois, vous allez avoir quelqu'un qui, en retail, la conseillère ou le conseiller, va vous expliquer ce choix et va vous expliquer pourquoi c'est important. Et vous allez ensuite aller sur le site internet et vous allez trouver des éléments complémentaires. Et vous allez ensuite être invité en tant que consommateur fidèle à participer à un certain nombre d'actions. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que Lush a pour objectif de faire monter votre niveau de connaissance et de conscience sur le sujet pour que, quelque part, acheter un produit cosmétique classique comme avant, ça devienne quelque chose qui vous pose un souci parce que vous avez compris les impacts de vos choix. Et donc ça, c'est une manière très forte de fidéliser les consommateurs. Donc cette manière de réfléchir, elle est évidemment importante. Et je voulais conclure ce petit tour du triangle des trois étapes par lesquelles il faut commencer en vous disant que nous, on pense absolument fondamental que les équipes marketing et les directions marketing s'emparent de ces sujets. Parce que Alexandra a évoqué Mohamed Yunus, inventer le monde d'après, le modèle économique d'après, la marque d'après qui va réussir, c'est aussi votre responsabilité. Or, on sait qu'il y a un risque de retour au comme avant, voire justifié par la crise, de revenir à quelque chose qui serait moins disant par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et donc, si vous avez compris et si vous mettez en œuvre les leviers qu'on a partagés avec vous dans ce webinaire, on espère que vous serez plus armés pour être proposeur de solutions et en tant que direction marketing, vous positionnez vraiment comme un partenaire stratégique de la construction de l'après. On a d'ailleurs réfléchi avec les équipes des enjeux des hommes, des plusieurs partenaires,
un programme dans lequel plusieurs entreprises se sont déjà engagées avec nous, qui s'appelle Beyond and for Good. Comment je vais plus loin, comment je fais du bien, mais comment je fais du bien de manière définitive. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez avoir le lien vers ce programme et prendre des informations. Ça peut être une bonne manière de prendre la suite des conversations qu'on a pu avoir. Et je vous propose, par l'intermédiaire de Pauline, de répondre aux questions qui, je l'imagine, ont pu naître au fil de notre présentation. Merci.